permettrait déjà de dire que la question de droit qui est posée, c'est d'abord une question de liberté. Nous sommes dans le domaine des libertés, c'est donc un sujet qui est tout à fait majeur et qui justifie en effet qu'on s'en préoccupe, qu'on soit inquiet et qu'on exprime cette inquiétude devant le juge, puisque c'est de toute façon devant lui qu'on est attrait, et le juge est gardien constitutionnel des libertés. C'est donc devant le juge que nous dirons effectivement que l'assignation qui est lancée par le bien public porte atteinte à des droits et des libertés fondamentales, et en l'espèce celles qui sont exprimées avec Dijon Scope et qui concernent la liberté la liberté de communication et la liberté d'information. Ce qui est étrange en effet dans ce dossier, si vous avez effectivement pris déjà connaissance ici ou là par bribes, c'est qu'il est reproché par la direction du bien public un délit, une faute civile de contrefaçon, c'est-à-dire une reproduction sans autorisation, une appropriation sans autorisation d'écrits de tiers, une violation des droits d'auteur, et que nous nous plaçons là volontairement de la part du bien public sur un terrain qui est celui du droit patrimonial, du droit du patrimoine. Je suis au regret de constater que pour notre part, nous nous situons sur un autre droit, et que le bien public devrait comprendre, et que les journalistes du bien public, à l'évidence, eux, comprendront naturellement, car ils sont évidemment nos interlocuteurs dans ce dossier. La liberté de la presse est indivisible, et je ne doute pas que ni la rédaction ni les journalistes du bien public ne soient pas des défenseurs de la liberté de la presse. C'est bien de ça dont il s'agit. Depuis une loi de 81 en France, de 1881, la loi dit que la presse et l'édition sont libres. Je quand même rappelle un certain nombre de choses qui me sont quand même importantes. Depuis l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, on peut dans ce pays parler, écrire, imprimer librement. Le Congrès américain en 1791 faisait de la liberté d'expression et de la presse la pierre d'angle de la fondation de la société américaine, et disposait même que le Congrès ne ferait jamais de loi contre la liberté de la presse. Et lorsqu'après la Seconde Guerre mondiale, on a décidé effectivement d'inscrire les grandes libertés dans les grandes conventions internationales, je vois par exemple que l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 indique notamment que tout individu, c'est-à-dire n'importe qui, a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. La Convention européenne des droits de l'homme, qui est une grande convention humaniste qui véritablement naît à l'heure où le nazisme est derrière nous et où il y a encore le totalitarisme stalinien de l'autre côté, précise notamment que toute personne a droit à la liberté d'expression. C'est l'article 5. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Ce n'est pas d'ailleurs que dans ces textes internationaux, il n'y a pas des réserves. Les réserves, notamment, elles portent sur la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, la sûreté publique, la défense de l'ordre, de la prévention du crime, la protection de la santé et de la morale. La protection et la réputation des droits d'autrui, c'est éventuellement dans ce type de réserve qu'on pourrait envisager qu'un texte international, et notamment la Convention européenne des droits de l'homme, a envisagé de restreindre ces grands principes de liberté de communication et d'information. La Charte européenne des droits fondamentaux, qu'on a effectivement consacrée avec la ratification du traité de Lisbonne, reprend d'ailleurs la même économie philosophique et juridique pour dire que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend toujours, selon le texte, la liberté d'opinion, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Et, chose importante, il est dit notamment dans cet article 11, et c'est un article moderne, la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. Leur pluralisme, cette notion est intéressante parce que le Conseil constitutionnel avait, dans des jurisprudences de 1986, en effet, précisé ce qui était le pluralisme des médias. Il estimait que le pluralisme des médias, c'est-à-dire la pluralité des titres, était une des conditions de l'honnêteté de l'information. Le Conseil constitutionnel n'était pas rentré dans une définition intrinsèque de l'honnêteté de l'information. Il estimait que si l'information était au cœur
du fonctionnement des sociétés démocratiques, c'était la possibilité pour un lecteur d'avoir une pluralité de titres à sa disposition, qui était la première condition nécessaire, peut-être pas suffisante, mais la première condition nécessaire pour qu'on puisse dire qu'on était dans une société démocratique avec une pluralité de titres. Je constate ici, à Dijon aujourd'hui, qu'il n'y a qu'un journal, presse écrite, c'est le Bien Public. Si je me souviens bien, avant, il y avait la Dépêche. Je ne suis pas exactement je suis bourguignon, je suis nivernais, mais enfin, je me souviens bien que bien avant, il y avait la Dépêche. Mais aujourd'hui, si je comprends bien, il n'y a plus qu'un quotidien d'information avec un support écrit, c'est le Bien Public, et qu'il y a vous qui êtes éditeur de presse en ligne. Donc, si je veux reprendre la définition du Conseil constitutionnel, je dirais que l'honnêteté de l'information est mieux servie. Je ne dis pas qu'elle était mal servie du temps où il n'y avait qu'un journal, et je ne remets pas évidemment en question la déontologie des journalistes du Bien Public, mais qu'elle est mieux servie encore, si je prends la définition du Conseil constitutionnel, par le fait qu'il y ait deux quotidien d'information, un majoritairement support papier, mais pas exclusivement support papier, puisqu'il est aussi sur le web, et l'autre parce qu'il est sur le web. Voilà. Et puis l'article 19 du Pacte international de l'ONU relatif aux droits civils et politiques, toute personne a droit à la liberté d'expression, ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir, de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. À l'époque, en 1966, il n'y avait pas le web, mais par tout autre moyen de son choix, ça veut dire y compris le web aujourd'hui. Le législateur international a anticipé et a considéré qu'on ne pouvait pas discriminer ces questions de principe, de liberté et de droit à raison du support. C'est-à-dire que quel que soit le support, le papier, la radio, l'audiovisuel ou le web, c'était un support et qu'on ne pouvait pas discriminer à raison du support. Voici ce qu'est le droit international. Et ce droit international, il est une autorité. Quand je prends la Convention européenne des droits de l'homme et quand je prends la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce sont même deux textes qui sont directement intégrés dans notre droit interne au nom de la hiérarchie des normes et qui s'imposent à toute loi interne et qui doivent être en effet pris en considération par le juge lorsqu'il a des questions de liberté à juger. Alors, nous nous plaçons, nous, sur ce terrain. Nous ne nous plaçons pas sur un terrain marchand. On ne se situe pas sur un terrain patrimonial, je ne veux pas d'ailleurs le mépriser, ni le préjuger, mais nous sommes des journalistes et nous sommes un quotidien d'information en ligne, opposé à la direction d'un autre quotidien d'information, et c'est donc une question de presse, c'est une question d'information, c'est donc une question de liberté. Y a-t-il, de la part de Dijon Scope, une intention contraire à l'objectif de sa mission journalistique? Je ne le crois pas. D'ailleurs, le Bien Public ne nie pas d'ailleurs que vous ayez cette mission, puisqu'il parle lui-même de votre mission d'information. Donc il reconnaît, comme vous avez de toute façon été sur ce point référencé par la commission paritaire d'agence de presse, il reconnaît que vous avez cette mission et que vous avez une mission d'information. La question qui se pose est une question, alors on peut en faire une question tortueuse, comme les médecins de Molière. On peut parler latin sur le corps du malade qui va mourir. C'est-à-dire faire du droit en descendant dans les déclinaisons les plus difficiles et les plus obscures du droit. Où on peut effectivement tenter de marier et le droit et le bon sens. Vous faites de l'information, et notamment vous avez une partie, une rubrique, qui est une revue de presse, où vous citez, vous dites ce qui se passe, ce que les autres médias locaux et régionaux peuvent dire. Alors est-ce qu'il y a sans doute beaucoup de gens de presse ici? C'est une question de bon sens. Ils vont bien admettre que c'est la chose du monde la mieux partagée, et il n'y a pas de raison qu'elle soit moins bien partagée en Bourgogne qu'ailleurs. Si on veut effectivement informer, et que vous mentionniez ce qui se dit dans les autres médias locaux et régionaux, est-ce que oui ou non, vous faites votre métier d'information? J'ai spontanément tendance à dire oui, bien évidemment.